Chouette, c'est les vacances, l'occasion de célébrer les anniversaires en commençant par les voitures qui ont 50 ans en 2026. Vous connaissez le principe, je fais une vidéo longue sur YouTube et j'en extrais des petites vidéos pour les réseaux sociaux et les shorts quotidiens. Si j'en fais une par jour, je pense que cette série va me tenir toute la pause estivale, alors abonnez-vous et on est parti par ordre alphabétique. En 1971 sort la nouvelle Alpine A310 qui vise la Porsche 911 et les GT, dessinée par Michel Belligon et Marcello Gandini avec une ligne dans l'air du temps puisqu'on la retrouve quelque peu dans les De Tomaso Mangusta, puis Pantera, la Monteverdi i450, peut-être même la Datsun Cherry 120Y. Mais il n'y a pas de V6 chez Renault, donc elle commence avec un 4 cylindres de 125 chevaux qu'elle partage avec sa sœur, la 110. Le V6 tant attendu, c'est le PRV qui sort en 74, il arrive chez Renault en 75 avec la Renault 30, et en 76, le V6 est dans la 310, 2,7 litres, 150 chevaux, ce qui amène à la disparition de la 110, puisque la 310 4 cylindres survit comme entrée de gamme, elle survit quelques mois à peine, et ne verra pas le nouveau millésime. Championne de France des rallyes en 77 avec Fréquelin, championne de France et d'Europe de rallycross, même année avec Ragnotti et Grunsteld. Participation aux 24 heures du Mans, alors ce sera un abandon, mais je vous ai fait une vidéo sur la version Tomica que j'avais présentée sur la chaîne il y a longtemps. Et elle équipera la brigade d'intervention rapide, la BRI, jusqu'en 1987. On la retrouve dans l'anime Evangelion de 1995. Et en 2026, on attend peut-être la présentation de la future A310, sorte d'A110 à 4 places. Autre actualité en 76 pour la marque Diepoise avec la présentation de la R5 Alpine, elle aussi sur une base lancée en 71, la R5 sur base R4 pour contrer la concurrence à venir de la Peugeot 104, une petite citadine au moteur retravaillé pour cette déclinaison sportive, 1,4 litre, 93 chevaux, boîte 5 pour une vitesse maxi de 175 km/h dans l'air du temps des GTI que la Golf vient de faire naître. Ah oui, la première version n'avait pas les roues magnétophones des Alpines, ça arrivera 2 ans plus tard. Retouche visuelle par Yves Le Gall sur le dessin original de Michel Bouet, développement technique par Dominique Guérin, elle monte sur plusieurs podiums en rallye mondial dans sa version groupe 2 avec Ragnotti, 2 hommes au Monte Carlo 78 devant l'autre R5 de Fréquelin et derrière l'énorme Porsche privé de Jean-Pierre Nicolas, mais surtout devant toutes les groupes 4 qui jouaient la gagne, puis podium pour Jeannot au Tour de Corse et en Côte d'Ivoire. Elle remporte les championnats de France des rallyes terre et asphalte, le championnat hongrois des rallyes et la Coupe d'Europe de rallycross. On la connaît surtout pour la coupe Renault 5 Elf en ouverture des Grands Prix de F1. Elle prêtera son moteur pour le monstre que sera la R5 Turbo commercialisée en 80. Avant d'avoir le droit à son tour en 81 à un turbo pour se mettre au niveau de la Golf GTI. L'ordre alphabétique aura tenu 2 modèles, mais puisqu'on est chez les Losanges, restons-y, une dernière Renault sortie en 76, la R14, issue du partenariat avec Peugeot. Le train à vent et le moteur viennent de la 104, mais la voiture est plus grande. Conçue pour succéder quelque part à la R8, même si elle était directement remplacée par la R12, ou à la R6 dans la version économique, elle est pensée pour concurrencer les Golf, les Ritmo, Horizon, etc. On prête son échec à la pub la comparant, elle et son propriétaire, à une poire. Pourtant, elle avait le même profil que la 306, qui se vendra bien une décennie et demie plus tard, et dans une moindre mesure que la 205. Et surtout, plus d'1 million d'exemplaires vendus, donc pas totalement un échec commercial, même si elle s'est vendue 4 fois moins que la R12 et 6 fois moins que le duo R9-R11 qui prend sa place. A signaler que la R14 signe aussi la première apparition du nom Safran comme série spéciale. La 104 a donné ses organes à la Renault 14, mais surtout à ses cousines, chez Simca plus tard, mais tout d'abord chez Citroën avec la Hélène, qui est la version dite coupée, 3 portes, empattement court, avec un bicylindre d'Ami 8, des phares de Diane, et quelques détails cosmétiques ou techniques, la différenciant vaguement de sa cousine socialienne, comme la banquette rabattable par moitié, qui est une première sur une voiture française. En 78 arrive la Helena avec le moteur de la Visa, elle-même directement sur base 104, puis en 82 la Helena 11 qui reprend le 4 cylindres X de la 104. Elle laissera la place à la presque révolutionnaire AX en 86. En attendant la Hélène présentée en fin d'année, une autre Citroën sort en avril 76 pour ne pas laisser toute la place aux concurrentes sur le marché des citadines, la 2 chevaux Spot. Oui, je sais, la 2 chevaux date un peu de 49 précisément, et même avant-guerre si on parle de sa conception technique, mais la Spot est la première série spéciale de la 2-Dush. La R4 avait déjà la parisienne depuis les années 60, il fallait une idée pour relancer les ventes de la 2 pattes parce que la Diane ne réussissait pas à le faire. C'est le graphiste Serge Gevin qui proposera une décoration parasol sous le nom Transat, nom qui ne restera pas pour des problèmes de droit. Le parasol restera, enfin presque, un tandelet en tergale rayé orange et blanc se tire sous la capote, une façon de rouler décapotée, mais pas totalement. Il y aura par la suite des tas de séries spéciales sur la 2 chevaux, parmi les plus connues la 007, la Charleston, la France 3, la Dolly, la Cocorico, etc. Et c'est cette voiture qu'Epoch Auto a choisie pour son affiche de l'édition à venir en novembre.
On reste chez les chevrons, mais à l'autre bout de la gamme qui faisait le très grand écart à l'époque. 1974, la CX succède à la mythique DS, toujours avec les moteurs 4 cylindres de la traction, malgré la présence dans la gamme de la SM, utilisant un enchanteur V6 Maserati. J'en avais parlé dans la vidéo sur les hauts de gamme au chevron. En septembre 75 est présenté le break pour l'année modèle 76, qui connaîtra des adaptations en ambulance ou plus exotiques par Tissier. En 76 arrive un autre haut de gamme, la Rover SD1 du constructeur britannique intégré au groupe British Leyland depuis une dizaine d'années. Elle succède à la P6, propose un style moderne que le designer David Beich avouera avoir pompé sur la Ferrari 365, la Daytona, et sera lancée avec un V8. Ce V8 Rover, repris depuis quelques années à une Buick de 1960, qui avait déjà été installée sous le capot des P5, P6, Range, Morgan et MGB, donnait du prestige à cette routière. SD pourrait vouloir dire Specialist Division, rien à voir avec la gamme Distinctive Series de Citroën longtemps plus tard. Et elle remportera le DTM en 86, juste avant d'être remplacée par la 800 sur base Honda Legend. En 1975, le constructeur suédois Volvo rachète le constructeur néerlandais DAF qui a préparé un remplacement à son historique 66, la 77. Sauf que la marque disparaît tout de suite, sauf sur les camions qui n'étaient pas dans la vente, et les deux modèles intègrent la gamme sous la 242, en devenant donc Volvo 66 et Volvo 340. Les moteurs sont fournis par Renault puisqu'un partenariat avait été signé avant la vente, la boîte de vitesse est le fameux Variomatic, avant d'accueillir des boîtes 4 vitesses Volvo au bout de quelques années. Le petit décrochage du haillon fait évidemment penser au Simca 1000, Ford Escort Alpha 33 et diverses autres productions de l'époque. Elle laissera la place à la 440 en 88, toujours produite aux Pays-Bas. On revient sur les hauts de gamme européens commercialisés en 76 avec la Lancia Gamma, dessinée par Pininfarina d'après son concept 1800 Aerodynamica pour BMC, qui a aussi inspiré la CX et la SD1. Tiens donc. D'ailleurs, Lancia appartenait déjà à Fiat, qui collaborait avec Citroën à l'époque. On retrouve donc des similitudes avec la CX, qui a même prêté sa suspension hydropneumatique à des prototypes pas retenus pour l'industrialisation. Le moteur reste un boxer 4 cylindres comme pour les berlines précédentes, mais tout nouveau et cubant à 2,5 litres pour 140 chevaux, devenant le plus gros boxer jamais produit, mais insuffisant pour s'imposer sur ce marché désormais européen du premium. Peut-être pas le meilleur gage de réussite pour le nouveau 3008 recarrossé qui arrive. Quoique l'original avait eu droit à un original coupé, ça nous laisserait rêver de voir enfin revenir une Lancia digne de ce nom dans la gamme. En Italie, il y avait Fiat qui commençait à agglomérer toute l'industrie automobile et il y avait Alfa Romeo, devenu régie d'État dans les années 30 et qui devait, de par ce statut, assurer un semblant d'industrialisation dans le sud de la péninsule, qui amène donc l'ouverture d'une usine près de Naples en 71 et la production de l'Alfa Sud. Tout est dans le nom, c'est une petite berline familiale, loin de l'image sportive de la marque, mais qui entend répondre à la concurrence des Fiat 128, Lancia Fulvia ou Austin 1100. Ce sera la première traction du constructeur qui assure un excellent comportement routier. Le moteur est un boxer 4 cylindres, le design signé Giugiaro, mais la mauvaise qualité de la carrosserie lui vaut sa mauvaise réputation. En 73 sort une version TI à 2 portes sportive, et en 76 la Sprint, terminologie qui voulait dire coupé chez Alfa, sportif évoquant le GTV, alors pas tout à fait un coupé, c'est plutôt un fastback à haillons, donc beaucoup plus pratique que la 2 portes à petit coffre. Et sportif à 1,3 litre 75 chevaux, pas terrible. En 83, la base technique de l'Alfa Sud évolue en 33, qui ne connaîtra pas de déclinaison coupée, les comptes de la compagnie ne le permettent pas. Continuons avec les marques sportives italiennes qui baissent en gamme avec la Lamborghini Silhouette. En gros, il faut séduire le marché américain avec une petite sportive, concurrente des Porsche et des Ferrari Dino. Elle est dessinée par Gandini chez Burton, mais à Sant'Agata on n'a pas de sous, alors on recycle l'Uraco dans une version stricte 2 places et avec de plus grosses roues pour faire plus sportif. Le nom serait une référence aux voitures de compétition qui s'éloignaient de plus en plus des modèles de série qu'il prétendait représenter. Parce qu'on va bien s'avouer que sa silhouette, elle, fait franchement penser à une X1.9 dessinée par Gandini chez Burton pour Fiat en 72. Elle sera restylée en Jalpa en 82 pour espérer rencontrer un succès commercial qui ne viendra jamais vraiment. Et puisqu'on parle de marques italiennes luxueuses qui galèrent financièrement, voici Maserati. La marque avait appartenu à Citroën à la fin des années 60, donnant naissance à la SM de ce côté des Alpes, et au Bora, Marek et Kamsin chez la marque au Trident. 3 modèles équipés de suspension hydraulique de la marque au chevron, et d'une partie de leurs accastillages intérieurs. Puis Citroën en faillite revend la société à Alejandro De Tomaso, qui n'est pas tout à fait libre niveau liquidité, alors il profite de l'image de la marque pour recycler ses propres modèles. Frouard redessine la Longchamp pour en faire la Kia Lamy. Je vous laisse jouer aux 7 erreurs. J'exagère, sous le capot, le V8 Ford cède la place au V8 historique du Trident et peu de panneaux de carrosserie sont communs. Le nom évoque une victoire en F1 sur le circuit sud-africain 10 ans plus tôt,
Il s'en vendra environ 200 exemplaires en 7 ans à comparer aux 400 cousines de chez De Tomaso, aux presque 600 Mexico qui était le grand coupé précédent dans la gamme, et même aux 400 Chamal version coupé V8 de la Biturbo qui lui succédera plus ou moins. Vous savez ce que c'est, ça ? On connaît la nicroche entre Ferruccio et Ferrari qui a amené à la création des voitures Lamborghini. Mais Enzo n'est pas à l'origine d'une seule société comme cela. Peter Monteverdi était un importateur suisse de voitures de luxe, Lancia, Rolls, Bentley et Ferrari, jusqu'en 65 quand le Commendatore lui retire le commerce helvétique de ses modèles. Ce à quoi notre entrepreneur entend répondre en battant Ferrari sur son propre terrain avec la High Speed équipée du traditionnel V8 Chrysler tant apprécié des artisans et sa version plus sportive, la 2000 GTI. Oui, alors je sais, pour vous aujourd'hui, Féfé, c'est avant tout des super sportives, mais ce qui se vendait à l'époque, c'était les GT. Ne vous inquiétez pas, la super sportive arrive quelques années plus tard avec la i450. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Safari présenté en 76. C'était un International Scoot, une marque que Volkswagen a tenté de raviver l'an dernier, recarrossé par Fisseré en faisant un SUV avant l'heure, un tout-terrain de prestige, concurrent mieux équipé aux Range Rover et Jeep Wagoneer. Et toujours avec des V8, Chrysler ou International. Et puisque c'était une base américaine, on y trouvait la climatisation, la boîte auto, les fenêtres électriques, la fermeture centralisée, mais aussi quelques raffinements intérieurs comme l'intérieur en cuir ou faux cuir, un toit ouvrant, une télé ou un frigo en option. Et les 4 roues motrices enclenchables qui donnaient un avantage sur le Range, lui-même peu équipé à l'époque, mais moins cher. Alors Monteverdi aura 2 approches différentes pour concurrencer plus directement le Range. 1. Proposer une version moins onéreuse car légèrement moins équipée, le Sahara qui n'est qu'un scoot même pas recarrossé avec simplement un calandre et logo différents et quelques options d'aménagement intérieur et éventuellement un V6 diesel d'origine Nissan. 2. Proposer une version familiale avec des portes arrière. La transformation coûtait trop cher, alors le modèle n'a pas été commercialisé, mais Monteverdi a proposé à Rover de rajouter des portières à ses Range haut de gamme, ce qui arrivera en 81 et conduira à la disparition du Safari l'année suivante. Peu de temps avant que le constructeur britannique ne lui retire ses préparations officielles, la sous-traitance ayant permis de tester le marché, le test étant concluant, il était plus économique d'internaliser. La marque survivra quelques années avec la Sierra, une Dodge Aspen recarrossée avec des suspensions plus européennes, et la Tiara, une Mercedes classe S empattement long recarrossée. Et vous en avez peut-être entendu parler lors d'une tentative de relance au début des années 90 qui n'a pas abouti, le fondateur décède en 98, mettant une fin définitive à cette marque. Prenez une seule berline dynamique, demandez au styliste Paul Bragg d'en faire un coupé presque GT, vous obtenez la série 6 allant de 185 à 286 chevaux pour la version 635 CSI, reprenant le moteur de la Supercar M1. Une douzaine d'années de commercialisation, plus de 86 000 exemplaires, elle laissera la place à la série 8 qui vise clairement le grand tourisme avec des V8 et un superbe V12. Une deuxième génération reprendra le nom de série 6, la E6364 en 2004, dessinée par Chris Bangle et qui ira jusqu'au V10 de la M5. Puis en 2012, le badge sera apposé sur un pseudo coupé 4 portes et désormais sur une espèce de crossover lourdeau. Les constructeurs de sportives européens ont généralement survécu grâce au marché nord-américain sur lequel Volkswagen et Porsche commercialisent la 914, une héritière de la 356 et de la Karmann Ghia qui étaient toutes les deux sur base coccinelle. Plus exactement, ce n'est pas Volkswagen mais Audi qui partage ses concessions américaines avec Porsche qui la commercialisait. On envisage alors une descendante destinée à la marque aux anneaux, donc visant plus vers un gros coupé ou une petite GT, et ce sera leur projet EA425 qui reprend un moteur Audi, une boîte de vitesse Audi, des trains roulants Volkswagen, ainsi que tout l'accastillage intérieur et l'usine SL qu'Audi a récupéré au rachat de NSU. Sauf qu'entre la crise pétrolière, les méventes des modèles historiques et le lancement des nouvelles tractions avant que sont les Golf et Audi 50, Volkswagen n'a plus les sous. Alors Porsche récupère le projet et le vend sous son nom, la 924 était née. Elle leur a vite droit au turbo car la catalysation obligatoire aux USA étouffait le petit moulin, et à une version plus porchisée avec la 944 en 81. Sauf que celle-ci coûte tellement plus cher à produire que la 924 survivra comme entrée de gamme dans une version S, délaissant le moteur Audi pour celui de la 944 dégonflé, mais je crois qu'il y aura largement de quoi faire une vidéo à part sur cette série de modèles. La Gonda était un constructeur britannique racheté après-guerre par David Brown, le propriétaire d'Aston Martin, autre artisan de la perfide Albion. La marque disparaît et réapparaît au gré des besoins, se spécialisant progressivement dans les versions berlines à 4 portes des Aston Martin, restant des GT 2 portes. Et quand le groupe est repris par un consortium au début des années 70, c'est la V8 qui est ainsi allongée. Mais la crise pétrolière de 73 met en faillite nombre d'artisans anglais, dont Aston, repris par des investisseurs américains qui voient dans la Lagonda une possibilité d'aller chatouiller Maserati, voire Rolls, avec une vitrine pour le constructeur.
C'est pour cela qu'apparaît le modèle qui nous intéresse, la Lagonda, dite série 2, avec son esthétique futuriste, dite de papier plié, signé William Townes, son tableau de bord tout électronique et une mise au point à l'anglaise. Il faut dire qu'en à peine 8 mois, concevoir un véhicule à partir de rien et avec un tel contenu technologique, la voiture n'est pas prête, les premiers modèles mettent plus d'1 an à être livrés et quand ils arrivent, ils sont catastrophiques, les suivants un peu moins pires. Et le modèle arrive tout de même sur le marché américain avec quelques aménagements en 82. La série 3, la même avec une injection et un affichage tête haute, sort en 86, il y a 40 ans. Et en 87 sort la série 4 qui est presque la même mécaniquement, disons fiabilisée, mais dont aucun panneau de carrosserie n'est repris de sa sœur. Alors que pour les différencier, faut vraiment être spécialiste, on savait être pragmatique à l'époque. 462 exemplaires de la série 2, même pas 80 de la série 3, et moins de 100 de la série 4. En revanche, sa base technique, qui utilisait des suspensions Jaguar, sera reprise pour la Virage de 89. Et lorsqu'Aston lancera la rapide berline 4 portes sous sa marque en 2010, elle finira par en sortir une série spéciale exclusive à destination des Émirats du Golfe, la Lagonda Taraf, prévue à 200 exemplaires et dont il ne s'est vendu qu'une grosse centaine. Et encore, les derniers ayant été dispersés aux enchères. Et c'est bien dommage, parce qu'elle avait une sacrée tronche. Si j'avais 800 000 €, j'en ferais bien ma berline familiale. Restons dans les sportives anglaises avec la Lotus Esprit, encore une sportive à moteur central arrière présentée en 76. J'avoue ne pas avoir bien compris sa genèse puisqu'il est dit qu'à l'origine, le patron Colin Chapman voulait une voiture rien que pour lui, sur la base de l'Europa qui avait 10 ans, en s'inspirant du concept Maserati Boomerang d'Ital Design, et que ça faisait finalement une belle concurrente aux 911, 308 et autres sportives, même avec son petit 4 cylindres maison de 160 chevaux, ce qui l'a convaincu de la commercialiser. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, il s'agit d'une GT, donc moins sportive légère que d'habitude, mais pas encore un gros SUV électrique chinois pour autant. Un an plus tard, on découvrait que Q l'avait transformé en sous-marin, un modèle qui ne sera jamais commercialisé, vous vous en doutez. Si elle a commencé avec un 4 cylindres maison, elle pourra y associer un turbo dès 1980, puis l'injection, et enfin le remplacer par un V8 maison dès 1996, le 4 cylindres continuant sa carrière quelques années sous l'appellation GT3. Elle termine sa carrière en 2004, soit 28 ans et environ 10 000 exemplaires et une vingtaine de variantes. Vous ne m'en voudrez pas de vous en avoir épargné quelques poignées. Une nouvelle GT 2+2 à V6 centrale arrivera en 2008, mais sous le nom d'Evora. Et un concept à V8 hybride proche de la production reprendra le nom d'Esprit en 2010, présenté par Danny Bahar parmi 4 autres modèles. Peut-être est-ce l'Emira qui a repris le flambeau avec ses 4 et 6 cylindres. Vous aimez les artisans britanniques? La Bristol 603, vous connaissez? Déjà, Bristol, vous connaissez? Compagnie d'avions qui s'est distinguée durant les deux guerres, Bristol se lance dans l'automobile en récupérant des droits de production BMW. Alors, je ne sais pas s'ils les ont payés ou obtenus dans les remboursements de guerre. La Bristol 400 est donc une base de BMW 326 de 1936 avec un 6 en ligne de sportive 328 et un style de 327. Suivent très rapidement les 401 et 402 avec châssis Superleggera, puis la 403 avec des améliorations techniques et mécaniques, la 404 qui se détache enfin de la calandre BMW et sa version 4 portes, la 405, la 406 plus confortable, la 407 qui remplace le 6 en ligne BM par un V8 Chrysler, et ainsi de suite tous les 2 ans jusqu'en 1976 où paraît la 603. Qui, sous des allures modernes, conserve les sempiternels même dessous antédiluviens et qui continuera d'évoluer par petites touches sous les noms de Britannia, Brigand et enfin Blenheim jusqu'en 2009. Histoire de se moderniser, la firme a lancé en 2004 la Fighter reprenant les éléments mécaniques de la Dodge Viper. Et histoire d'équilibrer ses chakras, elle remplacera en 2009 la Blenheim par un service de resto mode de la 411 de 69, comme ça, si bien aller faire les boutiches. Un incendie de l'atelier provoquera la fin de la production avec une activité alors consacrée à entretenir les modèles anciens, si ce n'est qu'il y a pile 10 ans était présentée la Belette à carrosserie en fibre de verre sur un châssis de Morgan Plus 8 à V8 BM comme un retour aux sources, mais dont seule une huitaine d'exemplaires auraient été construits sans qu'on ne les ait jamais vus circuler, la société subissant une liquidation judiciaire en 2020. Restons chez les obscurs artisans britanniques inconnus avec la Panther Lima sortie en 1976, une marque dont je vous avais parlé l'an dernier pour les 50 ans de la Rio et qui a aussi produit des bizarreries comme la Deville V12 à moteur Jaguar. Et qui sort donc en 1976 une réinterprétation contemporaine de la Bugatti 55, d'après son concepteur Robert Yankel, sur une base modifiée de Vauxhall Magnum, qui reprenait une étude commune avec l'Opel Kadett, si ce n'est que l'Opel était fabriqué en unité internationale quand la Vauxhall était en système impérial anglais. Les mêmes dimensions mais pas dans les mêmes unités, des champions.
Dès 79, la voiture bénéficie d'un châssis tubulaire spécifique plus rigide et en 82, elle évolue en Calista en remplaçant sa carrosserie en fibre de verre par de l'aluminium et son moteur Vauxhall par un Ford. La marque sera reprise par SsangYong en 87 avec un projet de sportif dont je ne sais pas s'ils en ont produit 12 ou 25. Avant de simplement essayer de vendre la Calista sur leur badge, pareil, on parle d'une dizaine d'exemplaires écoulés, peut-être plus. En 2001, la marque a été reprise par son ancien fondateur Bob Yankel qui décédera avant d'avoir pu développer son nouveau projet. Si vous venez de découvrir ne serait-ce que la SsangYong Calista, mettez un like et abonnez-vous. Un pont entre l'Angleterre et le continent avec la Ford Fiesta, citadine destinée à concurrencer la Fiat 127, dessinée par Tom Tiarda pour Ghia, avec une optimisation des formes et de la résistance des matériaux aidée par CAO, un moteur Kent de 957 cm3 pour commencer, et plus de 4,5 millions d'exemplaires en une douzaine d'années si on cumule les 3 phases de la première génération. Produite dans un puzzle d'usine en Espagne, Angleterre, Allemagne et même commercialisée en Amérique du Nord, elle aura sa version sportive avec la XR2 et évoluera jusqu'en 2023. Et on attend désormais la 8e génération sur base de R5 e-Tech. Je l'ai dit juste avant, la Ford Fiesta de 76 s'inspirait de la Fiat 127 de 71, laquelle répliquait chez nous avec une version modernisée l'année suivante, modernisée reprenant des ingrédients déjà testés en 76 sur la 147, la version brésilienne de la Mini Citadine. Entre autres, vous remarquerez la différence de capot, puisque les conditions de route imposent des suspensions différentes, un ressort à lame et donc la migration de la roue de secours de sous le coffre à sur le moteur. Elle va évoluer jusqu'en 86 au Brésil et même jusqu'en 96 en Argentine avant d'être remplacée par une Uno. Je vous laisse vous reporter à la vidéo qui lui a été consacrée sur cette même chaîne, lien dans la description YouTube. Mais surtout, la 147 va connaître quelques dérivés intéressants, évidemment l'utilitaire Fiorino que nous avons connu en Europe, la commerciale Panorama, idem, la 2 portes à coffre Oggi que nous n'avons pas connue, et surtout la Coriasco Farm dont on ne viendra pas me dire qu'elle n'a pas inspiré la Matra Rancho. Puisqu'on parle de Fiat étrangère, voici la Seat 128 3P. Il ne s'agit pas d'une voiture totalement spécifique à l'Espagne, Seat ayant été créé pour fabriquer sur place des Fiat dès 1950, de nombreux modèles italiens ont été produits sur place, souvent tels quels, mais laissant parfois la place à un peu d'imagination, comme ces citadines à 4 portes, quand les italiennes n'en avaient que 2. Et lorsqu'à la fin des années 60, le géant turinois remplace sa familiale compacte 1100 par la 128, il la décline sous différentes carrosseries, comme à son habitude, break, 2 portes dites rally, et coupé semi-fastback à l'américaine, dénommée Berlinetta, comprenez berlinette, soit une petite berline, et c'est vrai que c'est ce que c'est. Pourquoi le constructeur espagnol n'a produit que 7 versions, qui plus est d'un modèle déjà en fin de carrière, puisque la production turinoise s'arrêtera pour laisser la place à la Ritmo dès 78, je ne sais pas. Si quelqu'un a l'info, mettez-la dans les commentaires s'il vous plaît. Petite particularité tout de même, pour des raisons de simplification industrielle, cette 128 3P recevait le moteur de la 124 déjà assemblé sur place. Et pour l'anecdote, le modèle étant encore demandé ailleurs en Europe, Fiat passera commande de 128 3P à Seat, mais pour son compte, en lui envoyant les moteurs de 128 installés sous le capot. Modèles qui ne sortiront pas du pays après la rupture douloureuse entre Fiat et l'État espagnol, Seat récupérant ainsi une version dite sport avec des moulins plus récents. Je m'explique d'autant moins ce choix qu'exactement à la même période, Seat lançait sa sportive locale conçue en Espagne, la Sport, connue sous son surnom de Boccanegra. J'en avais parlé pour les 40 ans de l'Ibiza, lien en description dans la vidéo longue YouTube. Il s'agit d'une base de 127 avec les moteurs de la 124. D'abord la 1200 équipée du 1,2 litre de 67 chevaux, puis la 1430 avec un 1438 cm3 de 77 chevaux, c'est-à-dire exactement les mêmes moteurs que la 128 3P. Résultat, la 128 3P s'est vendue à presque 20 000 exemplaires et les 1200 et 1430 Sport, y tout. Parce que c'était un positionnement marketing très stratégiquement pensé entre les deux modèles. En 2008, un hommage est rendu au second avec le concept Sport Coupé Boccanegra qui connaîtra une adaptation en série par l'adjonction d'un pare-choc avant tout noir sur une Ibiza Cupra de 180 chevaux. Et si on faisait un bond transatlantique avec la Chevrolet Chevette? Suite aux importations japonaises et à la première crise pétrolière qui les a grandement mis sur le devant du marché, les géants de Détroit cherchent à conquérir un secteur qu'ils ne maîtrisent pas, celui de la petite voiture. Et s'ils ne savent pas très bien faire, il se trouve que leurs équipes européennes, elles, savent faire. Chez General Motors, c'est Opel qui, en plus de ses berlines, propose pour ce segment que les ricains intitulent Subcompact des déclinaisons coupées du plus bel effet. Opel pond donc ce qui va devenir la plateforme T, la voiture mondiale du groupe destinée à se retrouver sur tous les marchés. Vous l'avez compris, la Kadett C, présentée à 73, va aussi se nommer Isuzu Gemini en Asie, Holden Gemini en Océanie, mais aussi Vauxhall Chevette en Grande-Bretagne. Et là, vous remarquez que les phares ne sont plus les mêmes. J'imagine un problème de législation, mais je suis pas sûr.
Et donc en Amérique comme Chevrolet Chevette, avec toutes les variantes de carrosserie existantes à l'époque, et même une tentative électrique. Le modèle va évidemment évoluer, et oh là, je vais peut-être un peu vite, mais c'est quoi ce logo? Ah oui, General Motors était vraiment international à cette époque et vendait sur la quasi-totalité des marchés du monde, mais pas toujours avec la même marque. La plateforme T a donc été une des voitures les plus répandues à travers le monde. Ouais, attendez, je crois qu'il y a matière à faire une vidéo entière. Je me le note pour plus tard, alors si vous voulez la voir, vérifiez que vous êtes bien abonné, puis dites-le moi dans les commentaires. Au-dessus de la Chevette, il y avait une compacte, comme savaient les faire les Américains avec la Nova, et la politique du groupe voulait que Pontiac, placée sur un secteur marketing entre la populaire Chevrolet et la bourgeoise Oldsmobile, elle-même sous la statutaire Buick et la luxueuse Cadillac, en ait une version, ce sera la Phoenix, présentée en 1976, alors que la marque fêtait ses 50 ans. Et si vous vous posez la question, oui, les autres branches ont aussi eu droit à leur interprétation de cette plateforme X avec l'Oldsmobile Omega, les Buick Skylark et Apollo, et même Pontiac en fera une moins dotée mais plus sportive, la GTO sortie en 1974. En 1980, le groupe répond aux importations européennes en intégrant la traction avant avec la Chevrolet Citation et la Phoenix 2, mais l'héritage se retrouve directement dans la Grand Am de 1978. Toujours chez General Motors, mais à l'autre bout de la planète, en Australie, chez Holden, sort en 1976 la HX, qui est en réalité une gamme à part entière, avec des berlines comme la Kingswood déclinée en wagon et en pick-up, la Premium Premier, et elle aussi ayant droit à son break familial, la sportive Monaro, un nom que l'on a connu jusqu'à la fin de la marque, et les encore plus sportives GTS ou Limited Edition donnant dans la Pony Car, ou bien encore l'utilitaire Sandman, sans oublier les Statesman, Caprice et Deville. Statesman étant une marque de luxe créée par Holden pour son marché intérieur en 71 et qui proposait des berlines sur la base des station wagons pour flirter avec les limousines, dont certaines étaient parfois rebadgées par Chevrolet comme la Constantia en Afrique du Sud ou Paris Isuzu pour le Japon. Une marque qui à elle seule mérite ton like et ton partage. Ce qui m'intéresse dans la HX, au-delà d'aller voir ce qu'il se passait à l'autre bout du monde en 1976, c'est qu'elle n'est qu'une évolution de la HJ sortie 2 ans plus tôt avec des moteurs respectant les nouvelles normes environnementales. HJ qui est elle-même une évolution directe de la HQ de 71, qui elle était une vraie nouveauté par rapport à la HG qui n'était qu'une suite d'évolution de la première Holden d'après-guerre, la première sous l'ère General Motors, qui à l'époque s'est simplement appelée Holden, sans autre précision du modèle, mais qui proposait déjà une version découpée pour les paysans. Et le plus beau, c'est que cette HX de 76 laissera la place à la HZ dès 1977. Un an de carrière à peine, après tout de même plus de 110 000 unités produites sous ces différents noms, qui, eux, paradoxalement, se transmettent de génération en génération. HZ qui laissera également la place, cette fois, à la toute nouvelle plateforme V de GM, et voici la Commodore, oui, c'est une Opel. Mais les HZ continueront quelque temps à être commercialisés comme entrée de gamme, et leur version utilitaire jusqu'en 85, devant attendre 90 pour être remplacé par la génération VG, basée sur la Commodore VN, basée sur l'Opel Omega. Puisqu'on est chez les Ricains en Australie, restons-y avec la Ford Falcon XC. Avec ce lettrage, vous l'avez compris, il s'agit de la troisième version de la troisième génération. La Falcon commence dans les années 60 en Amérique, en Argentine et en Australie avec la XK. Elles se ressemblent et sont liées, mais elles ne sont pas tout à fait les mêmes. L'australienne évolue et en 72 commence la génération XA, qui évolue en XB dès 73 et donc en XC en 76. Qui, comme les autres, existe en variante station wagon, pick-up, coupé, lequel aura le droit à une série limitée Cobra de 400 chevaux. Et si elle vous fait penser aux voitures de Mad Max, l'Interceptor et la poursuite spéciale, vous n'avez pas tout à fait tort, mais celle-ci était en réalité basée sur la phase B précédente. Et non, je ne ferai pas la blague que vous attendiez sur Mad Max. Il nous reste le dernier des trois géants de Détroit qui avait aussi son implantation australienne, Chrysler et sa Vaillant CL. Pareil qu'avant, il s'agit d'une dénomination et d'une conception des 60s partagées entre les Amériques et l'Australie qui évolue par petites touches dont j'avais déjà parlé dans la série de vidéos consacrée à la Charger. Vous avez compris le principe, là aussi c'est le même, des petites retouches esthétiques, quelques améliorations techniques à la marge, et ça prétend être un nouveau modèle. Et ça recommence 2 ans plus tard avec la CM. La même année, dans le même groupe, mais sur un autre continent, sortait une nouvelle Valiant chez Chrysler Mexico sur la plateforme F, également vendue comme Plymouth Valor et Dodge Aspen en berline, coupé et station wagon, et sous le nom de Plymouth Duster au Canada. Rien que pour ce détail, cette vidéo en valait la peine. Voiture de l'année par Motor Trend, elles seront remplacées par la plateforme K sur base de notre Simca Horizon. Oui, c'est bien la même voiture.
On quitte Dodge, encore que pas totalement, pour aller voir ce qu'il se passait en Asie en 76 et y découvrir la Mitsubishi Galant Lambda qui sera aussi vendue selon les marchés sous le nom de Sapporo, Colt, Plymouth Sapporo et Dodge Challenger. On en avait déjà parlé, je vous avais bien dit qu'on restait pas si éloigné de Dodge. Cette voiture prenait la suite logique de la Galant GTO et de la Colt Galant, oui non désolé, c'est pas clair leur dénomination qui passe d'un modèle à l'autre sans prévenir, j'expliquerai peut-être un jour. Avec un arrière en notch ou fatback. Lorsqu'en 83 sera lancée la Starion, c'est en fait toute la partie mécanique de cette Galante qui sera remise au goût du jour. A noter que c'est toute une famille Galant qui sortait en 76 que l'on retrouvera chez Chrysler, y compris dans sa gamme australienne. En mai 76 naissait une autre lignée de japonaises à succès avec la Honda Accord, une familiale sorte de grosse Civic qui hésitait initialement entre concurrencer la Mustang ou se concentrer sur ce qui avait fait le succès de la citadine. Ce qui explique que la première version présentée était une sorte de gros coupé 3 portes que certains ont comparé dans l'esprit et dans la forme à ce que le Sirocco était pour la Golf, jusqu'à accuser les Japonais d'avoir copié le coupé allemand sorti un an avant. Mais vu les délais de conception à l'époque, ça paraît quand même un peu court. Et si une énorme partie de la mécanique venait directement de la petite sœur, tout avait été fait pour en améliorer le confort et les prestations routières, avec aussi l'ajout d'options ou d'équipements qui s'étaient encore jamais vus à cette catégorie, comme la direction assistée. Fin 77, après la berline 4 portes qui reprend exactement le châssis de la 3 portes sans en allonger l'empattement. Fin 78 est présenté un vrai coupé avec la Prélude qui entend concurrencer la Toyota Celica et qui reprend la mécanique de cet Accord. En 82, la deuxième génération était la première voiture japonaise produite aux USA dans l'Ohio, ce qui l'a aidé à être la japonaise la plus vendue pendant une quinzaine d'années, et même la berline la plus vendue des US à plusieurs reprises, et même la voiture la plus vendue du marché, là aussi une première pour une marque étrangère. Cette génération donnera naissance à la Vigor, vendue dans un réseau de concessions officielles différents, et première tentative de dériver une berline premium d'une voiture populaire dont le succès mènera à la création de la marque Acura. Il reste un marché porteur que nous n'avons pas exploré, l'Europe de l'Est, et nous allons commencer avec la marque la plus connue, Lada, qui en 76 présentait la 2106, troisième itération de leur incroyable Jiguli. La Jiguli, c'est la Fiat 124 totalement repensée pour être adaptée au climat et aux conditions de route qu'offrait le pays continent, au point que peu de pièces étaient finalement communes aux deux modèles, quoique Fiat finira par en intégrer certaines dans les dernières années de sa propre production italienne. Lancée en 1972, la Autovaz 2101 reprenait donc des cylindrées de l'italienne avec le 1200 jusqu'au 1500 cm3 dans la 2103 plus haut de gamme. Ces modèles existaient en berline 4 portes et en break, mais évidemment pas en coupé sport ni en cabriolet comme leur modèle donneuse, et étaient exportés en Europe occidentale et au Canada sous la marque Lada parce que Autovaz devait leur sembler trop compliqué à prononcer à l'étranger. Ce qu'apporte la 2106 en 76, c'est un entre-deux. On reprend la base de la 2103, mais on remplace certains chromes par du plastique, comme autour des phares, afin de réduire la grille de calandre. Les pare-chocs sont légèrement plus gros, ainsi que les feux arrière, qui incorporent un feu de recul. À l'intérieur, les appuis-têtes sont désormais réglables en hauteur. Et sous le capot, le bloc moteur de la 2103 recevait des pistons plus petits de la 2101 pour obtenir un peu plus de cylindrée, 1563 cm3 exactement pour 78 chevaux. Suivra la 2105 avec ses phares rectangulaires pour la remettre au goût du jour, modèle qui accueillera par la suite l'injection et le catalyseur, qui existera évidemment en version break, mais aussi en version presque chic, avec calandre chromée à la Mercedes et intérieur un poil mieux équipé, et qui est aussi couru en groupe B. Oui, vous avez bien entendu, le groupe B, celui des Quattro, 205 T16, Maxi 5 Turbo et Delta S4. On a échappé à une énième remise au goût du jour en 2007. La production de la 2106 se terminant donc en 2006 par des anciens sous-traitants. La toute dernière de l'affiliation des Jiguli tombant de chaîne en 2015 en Égypte. Eh oui, elle aura su nous surprendre jusqu'au bout. Et dans ces années-là, elle est passée au crash test et y a obtenu 0 étoile. C'est logique. A noter que c'est aussi la 2106 qui a servi de base à la VAS 2121, oui, vous l'avez reconnu, la Niva, qui reprend aussi bien ses mécaniques que son accastillage et son aménagement intérieur, et qui sortira en 77. J'en ferai peut-être une vidéo l'an prochain pour ses 50 ans. Légèrement au-dessus de Lada, il y avait Moskvitch, une marque née en 1930 sous le nom de Kim, que je vais traduire par l'usine célébrant l'Organisation internationale de la jeunesse communiste, et qui produisait tout d'abord des Ford A et sa version camionnesque AA sous licence. Jusqu'en 1939 et le début de la production de leur première conception originale, la Kim 10, très fortement inspirée de la Ford Perfect sortie un an plus tôt, et dont les outillages ont été commandés à l'américain Budd Company du fait du manque d'expérience des soviétiques dans l'industrialisation automobile.
En 1945, l'usine du sud de Moscou récupère des Opel Kadett capturés, à défaut des outillages ou même des plans demandés à l'Allemagne en guise de compensation de guerre, et les étudie pour les recopier en grande partie pour la Moskvitch 400. Ne vous moquez pas, je vous rappelle que le Renault avait fait de même pour la Juve 4 avant-guerre. Je me permets de passer un peu vite sur le modèle suivant, quoiqu'il y a tout de même cette version tout-terrain qui est intéressante, un SUV avant l'heure, et on arrive dans les années 60 à la 408. Premier modèle soviétique à intégrer de vraies sécurités passives, comme la colonne des directions encadrant des zones de déformation, des ceintures de sécurité et des plastiques mous à l'intérieur. Oui, bon, on faisait ça aussi sur la R16 en croyant que ça éviterait de se cogner la tête trop fort contre le tableau de bord. Une version plus puissante existait sous le nom de 412 qui donnera directement naissance à leur descendance commune, la série 2100 en 1976. Présentée comme une quatrième génération, il s'agit vraiment d'une amélioration de la troisième avec plusieurs changements, principalement esthétiques, comme les feux arrière devenant horizontaux pour être plus au goût du jour. Sur la berline uniquement, le break conservant naturellement les feux verticaux à l'américaine pour économiser le coût de refaire tout l'outillage des panneaux arrière. Des retouches qui s'inspirent peut-être en partie des propositions de Raymond Lévy, inventeur du design franco-américain, à qui l'on devait entre autres le logo Shell et plusieurs Studebaker, que l'administration américaine avait missionné dans un cadre diplomatique avec l'URSS, mission qui tombera à l'eau pour des raisons de changement de parti au pouvoir, entraînant la faillite totale de Lévy. A noter que les Moskvitch ont été un temps importées en Europe, y compris en France, et qu'elles étaient aussi produites sous la marque Iz, dont j'ai déjà parlé comme producteur des dernières Lada Gigouli de Russie. Ce fournisseur proposait une variante berline à 5 portes qui n'était pas tout à fait un break, rappelant la silhouette Sportback qu'Audi utilisera quelques décennies plus tard sur sa Golf 5, mais avec un léger décrochement donnant au haillon quand même une impression de mal de coffre comme sur les Simca 1100, Alpha 33, Ford Escort et d'autres. Ce modèle sera produit jusqu'en 97 alors que ça serait été remplacé dès 86 par l'Aleco, développé depuis les années 70 comme devant être la première traction avant du pays avec un léger contretemps, le ministre de l'Industrie leur disant finalement de recopier la Simca 1307, voiture européenne de l'année 76. C'est-à-dire qu'on copie une voiture qui termine sa carrière lorsque la copie est lancée. Enfin, copier, elles n'ont absolument rien en commun, si ce n'est peut-être leur esthétique, laquelle pose la question de l'inspiration des études de Raymond Lévy, que j'ai déjà évoquées ici, et qui étaient livrées exactement à cette époque-là. L'usine produira par la suite des Renault et Nissan pour le marché russe avant que la guerre en Ukraine mette fin à cette propriété et permette à JAC de s'implanter sur le marché russe en relançant cette marque bientôt centenaire avec des voitures chinoises rebadgées, comme ils le font en Europe en reprenant des marques disparues en Italie et en Espagne. Et pour en terminer avec les nouveautés automobiles de l'année 76, voici la Škoda 742. Comme d'autres voitures évoquées juste avant, il s'agit en fait d'une famille de véhicules avec la 105 en entrée de gamme et la 120 en haut de gamme. Il s'agit de la dernière tout à l'arrière de la marque technique déjà désuète. Le projet comptait en faire une tout à l'avant avec même une coopération pour qu'il remplace à la fois la Škoda 100, la Trabant 601, la Wartburg 353 et pourquoi pas aussi la Dacia 1300 avec une proposition de style signée Giugiaro qui serait adaptée légèrement à chaque marque et à chaque marché, mais qui nécessitait des moyens financiers dont les marques ne disposaient plus totalement, et c'est donc une amélioration profonde de la 110, elle-même directement développée sur la base de la 1000 MB de 64, que les ingénieurs devront se contenter de présenter. Au début des années 80, le modèle évolue encore et accueille dans sa gamme un coupé, grande tradition, malheureusement oubliée de la marque, sous l'appellation de Rapide, appellation qui a depuis été reprise pour un tout autre genre de modèle. Une gamme appuyée par les victoires de classe et de groupe des versions Groupe B puis Groupe A dans plusieurs rallyes internationaux. Le bureau d'études a enfin l'autorisation de développer une tout à l'avant moderne, celle qui deviendra la favorite en 88, avec l'aide de Porsche pour l'ingénierie et de Burton pour le style. Mais la chute du régime entraîne une ouverture à la concurrence européenne mieux armée et une privatisation des usines. Renault et Volkswagen sont les finalistes pour ce rachat, remporté par l'Allemand en grande partie sur sa promesse de continuer de produire le véhicule conçu par les Tchèques et non de le remplacer directement par une conception occidentale à bas coût. Ce sera donc la Felicia, une favorite avec des éléments mécaniques du catalogue VAG, sortie en 1994 et elle-même rapidement remplacée par la Fabia dès 1999, et dans laquelle je doute qu'il reste quoi que ce soit de tchèque et traînant la plateforme de la future Polo. Le salon Rétromobile fêtait aussi ses 50 ans en 2026, et pour les voitures les plus récentes, j'aurais pu citer celles qui soufflent leurs 40 bougies, comme la R21, la M3, la X, ou celles qui entrent en collection en fêtant leurs 30 ans, comme la Lotus Elise, la Porsche Boxster, la Jaguar XK8 ou la Citroën Saxo.
Mais je vais surtout célébrer les pionniers, puisque le tricycle de Carl Benz a été présenté officiellement au public le 3 juillet 1886, il y a donc 140 ans presque tout pile. Le véhicule qui est considéré comme lançant ce qui est le marché automobile aujourd'hui encore, même si le vrai début de l'histoire de l'automobile mériterait une vidéo à part entière. D'ailleurs, l'entreprise de Benz s'associe avec la société Daimler en 1924 avant de fusionner en 1926 en intégrant aussi la société Mercedes, qui est en réalité la marque commerciale qu'Emile Jelinek utilisait pour exporter des Daimler dans différents pays. Vous suivez? Bref, Mercedes-Benz, ça s'entend. Oui, alors si vous avez mon âge, vous avez connu l'appellation Daimler-Benz qui commercialisait la marque Mercedes. Désormais, l'appellation Benz est réservée aux camions de la marque Mercedes, filiale séparée depuis 5 ans de la branche automobile Mercedes. Du côté des marques, Maserati a été créé 2 fois, en 1914 par Alfieri en installant des moteurs d'avion sur des châssis d'Isotta Fraschini, et puis en 1926 avec ses frères pour devenir officiellement constructeur automobile. Pontiac aussi aurait eu 100 ans, mais a disparu en 2010. Et enfin la Bugatti Royale aussi a 100 ans. Du 10 au 12 juillet 1896 avait lieu la première course à Spa. On ne parlait pas encore de Grand Prix et rien à voir avec le circuit de Francorchamps actuel. Défilé d'élégance, puis concours d'adresse et enfin course de côte à côté de la ville. C'est un ancien champion cycliste qui s'impose, Albert Lomaillet, sur un vis-à-vis Peugeot à moteur Daimler. Premier Grand Prix de l'Automobile Club de France en juin 1906 au Mans, déjà, même si les 24 heures naîtront bien plus tard. Il s'agit du premier Grand Prix où on tourne en rond sur un circuit, par opposition aux rallyes qui permettent de rallier d'une ville à une autre ville et qui existent depuis 1894. 120 ans, c'est aussi l'âge de la marque Rolls-Royce, enfin précisément de Rolls-Royce Limited, puisqu'une première société commune entre le commerçant et le technicien avait vu le jour 2 ans plus tôt, mais ne sera Incorporated, qu'on pourrait traduire par enregistré officiellement, qu'en 1906, avec notamment le double R en guise de logo. Et je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon je continue jusqu'à la nuit et il n'y aura plus personne pour regarder la suite de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, vous connaissez la rengaine, likez, commentez, enregistrez, partagez et abonnez-vous.